Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire. Le catch à grosse goutte d'huile, c'est essentiel. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. Cette semaine, on se retrouve pour SmackDown. Bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Nous sommes là pour le SmackDown du 31 juillet 2020 au Performance Center. Et sans plus attendre, je vous présente mon partenaire, mon tag team partner of the day, mon bon ami, mon inamovible Papy. Comment ça va, Papy? Bonjour les petits enfants, bonjour tonton. Mais oui, nous sommes au show bleu, le show où tout est merveilleux. Je suis tellement heureux de te rejoindre. Que le plaisir et le bonheur est partagé. Alors bon, on se retrouve pour SmackDown. Est-ce que ça vous avait fait rêver la semaine dernière avec Ringside SmackDown? Moi, ça m'avait fait espérer plus que rêver. C'était pas un show exceptionnel, mais il y avait quelques petites notes d'espoir qu'on va retrouver un petit peu dans ce show. Donc, continuons comme ça. D'accord, ok. Et en particulier la fin, le main event avec Sheamus et Hardy, vous aviez dit quoi avec Ringside à propos de cette Ah, de ce oui, bar fight? et je me souviens plus que c'était ça en main event. En fait, on avait été un petit peu. Moi, je crois que je lui ai donné mon flop en termes D'accord. le petit passage magique de l'apparition du maquillage de Jeff Hardy qui m'avait totalement sorti du truc, en fait. Parce que ce que je disais, c'est qu'autant quand le Taker fait ça, je veux bien. Autant dans un bar fight entre Jeff Hardy et Sheamus, des pouvoirs magiques, je n'ai pas trop vu le rapport, en fait. Donc, ça D'accord. m'a un peu perturbé. Puis on se disait aussi, on faisait aussi la réflexion de se dire que, mine de rien, Jeff Hardy est quand même pas mal mangé durant le match, notamment à la tête dans les chiottes, et cetera. Et qu'au contraire, on aurait espéré que ce soit Sheamus qui mange le plus pour justement donner une belle victoire, bien définitive à Jeff Hardy, quoi. D'accord. Ok, vous aviez donné quoi comme note la Oh! semaine dernière, tu te Oh là rappelles? là là là, Des notes basses, je j'imagine? crois que j'avais donné 2,5 et que Ringside avait donné 2 de mémoire. D'accord, ok. Parce que je te Bon, dis, moi, j'avais donné les 2,5 d'espoir parce qu'il y avait quelques petites d'espoir avec, notamment Biggie, et je sais plus, il y avait deux trois Grand Metalik qui prenaient qui gagnait le match, pour être, number 1 contender. Enfin, on avait quelques petites nouveautés et quelques petits trucs de fraîcheur qui nous laissaient, enfin, qui en tout cas moi me laissaient espérer, des lendemains, qui roses dans chante, le bleu. tes lendemains qui chantent. Eh ben, écoute, on Voilà. va voir de ce pas si tes espoirs étaient fondés. Alors, le show, il ouvre directement avec un épisode de la Firefly Funhouse. Ça va être assez rapide. Bray Wyatt nous dit qu'il a mis un peu de temps à revenir parce qu'il est retourné dans le bayou à la recherche de Braun Strowman. Que celui-ci, d'ailleurs, demeure introuvable. Et bon, il imagine donc que les alligators du coin l'ont certainement bouffé. Ils ont eu de quoi manger, je pense. Et qu'une Oui. part de son âme n'est à jamais piégée dans le lac du bayou. Comme du Voilà, mais maquillage. bon, il est clair, il veut être clair, il nous explique qu'il voulait pas blesser son ancien protégé. Bon, d'accord, ok, mais qu'il voulait bien l'aider. Mais maintenant, il attend et il veut récupérer quelque chose qui a Strowman. Voilà, il n'en dit pas plus. Ça reste assez mystérieux, on va dire. Voilà, et du coup, on va rentrer dans le show directement et on va attaquer notre opener du jour avec un Intercontinental Championship, puisque Grand Metalik a gagné la semaine dernière le droit d'affronter le champion en titre, ni plus ni moins que AJ Styles. Et ils vont donc s'affronter dans un match de 14 minutes 30. Voilà, un assez long déroulé, quoi, avec de la place, largement de la place donnée aux Mexicains masqués. Bon, le champion va rester quand même de toute façon relativement dominant et ça va évoluer par phase. On aura droit un petit peu à tous les classiques, entre autres de Grand Metally, dans les cordes, des différents moves dans les cordes. AJ Styles, il n'est pas en reste sur ce genre de choses là-dessus, quoi. Et finalement, il va réussir à s'imposer puisqu'il va réussir à lui placer son calf killer. Et derrière, d'ailleurs, il va attaquer en post-match, après avoir remporté cet Intercontinental Championship. AJ Styles va tout simplement attaquer Lindsay Dorado, le poteau de la Lucha House Party, et va lui coller un Styles Clutch. Voilà. Alors, toute cette ouverture de SmackDown là. Et c'est un petit truc un peu sympathique. Je pense que AJ Styles est en train de faire la tournée de la low card pour tous les mettre un peu minables et leur expliquer qui est le patron. Je pense que c'est le message qui est passé. En attendant que un véritable challenger se dévoile pour SummerSlam, certainement. Je vois comme ça.
J'espère juste que ça sera pas la veille de SummerSlam qu'on aura le match intercontinental comme on a à chaque pay-per-view en ce moment. Mais voilà quoi, ouais, c'est plutôt plaisant. Moi, je suis plus là, je t'avouerai que je suis plus en attente de voir le véritable adversaire commencer à se découvrir pour AJ Styles parce que clairement, là, il est en train d'enchaîner tous les petits high flyers, les petits techniciens de la low card et juste pour prouver son point que c'est le meilleur. Mais C'est je, un petit côté original quand même que tu vois, il catch face à un Grand métallique, tout ça, tu vois quoi. Moi je trouve que ça a mis un peu de fraîcheur dans ce titre intercontinental là. ah oui, non, mais en plus, pour le coup, c'est une nouvelle tête, Grand Metalik. Là, il était bloqué en tag team. Il fait son petit passage pour le ceinture intercontinental. Puis ça répond un peu à Daniel Bryan qui disait que voilà, il fait un fighting champion. Bah voilà, AJ Styles régulièrement il défend son titre. Et bon, je pense qu'on est, au moins que je sois surpris, mais je pense qu'on est juste dans une période où il gagne entre guillemets sans trop de surprise en fait, malgré tout. Oui, C'est oui, souvent des oui. victoires convaincantes, hein, mine de rien. Il domine quand même la plupart du match. Oui, parce qu'on a du Euh, mal à croire que Grand Metallic va prendre le titre aussi. Il y a aussi ce phénomène-là, quoi. C'est vrai que ça paraît étonnant qu'AJ Styles puisse perdre le titre dans un weekly comme ça face à un adversaire un petit peu inhabituel. mm, mm. Mais au final, moi j'ai trouvé qu'en termes catchesque déjà, tu vois quoi, ça remplissait pas mal sa mission, hein. Un opener de 14 minutes 30 à SmackDown, bon, Non, mais ces derniers temps, ils font des matchs un peu plus longs, j'ai un peu l'impression, plus long, sur oui c'est SmackDown. vrai, ouais. Je crois qu'on l'avait noté, ouais, déjà, il y a Mm. 2-3 semaines de ça, quoi. Mais Donc, continue, bah, c'est bien, c'est une bonne effectivement. idée, ça, pour le coup, hein. Voilà, pour le coup, parce qu'en général, de toute façon, les SmackDown, ils sont remplis de 3 à 5 matchs selon les épisodes. Pour le coup, Mm. sur cet épisode-là, on en aura 4. Voilà, c'est une bonne moyenne. Donc voilà. On en aura 4. Après, on parlera du timing et tout ça plus tard. Alors évidemment, comme on est dans SmackDown, hein, on a beaucoup de coulisses, beaucoup de backstage. On va avoir entre autres Chad Gable qui va être rejoint par le King Corbin, qui va venir un peu se foutre de sa gueule du fait qu'il était absent ces derniers temps. Voilà. Alors apparemment, je sais pas, on découvre que Baron Corbin, apparemment, il a été bon pote avec Chad Gable auparavant. Et qu'il souhaite voir le battre Matt Riddle. Mais non, il n'a pas affronté Matt Riddle. De quoi? Non, C'est pas Matt Riddle, Corbin, en fait, non, King Corbin, non, c'est Drew Gulak, excusez-moi, je sais pas pourquoi je suis parti sur Matt Riddle. C'est Drew Gulak. Baron Corbin va affronter Drew Gulak par la suite, quoi. Et en fait, il propose son aide, hein, si j'ai bien compris, Baron Corbin à Chad Gable. Donc, il est en train de vouloir en fait, il essaie de le le- recruter, en fait, ouais, plutôt. ouais, on va dire le recruter, ouais, c'est à peu près ça, ouais, essayer de former une espèce de team là, faire tourner Chad Gable du côté obscur de la Force. On va Mm, mm. voir ça un peu plus tard. Derrière, on va avoir un récapitulatif du fameux bar fight que donc apparemment vous avez adoré. Et on va avoir le retour d'un mec qui paraît qui est Mister Money in the Bank, en l'occurrence Otis, qui va faire un petit câlin à notre ami, ou un gros câlin, c'est au choix, hein, à Jeff Hardy, qui va aller dans le ring, qui va affirmer que bah, il s'est jamais senti aussi bien, que tout va bien, tout est formidable. Bon, ces dernières semaines sont difficiles, mais bon, il a battu Sheamus, il a battu ses démons, il a battu tout le monde, Jeff Hardy. Donc voilà, donc il nous dit qu'il va jamais retomber dans ses travers. Mais c'est là que le King Corbin fait son entrée, se moque de Jeff Hardy allègrement en le traitant comme il faut de pleurnichard. Mais lui, surtout ce qu'il en déduit de tout ça, c'est que bah, finalement la vie de Hardy sucks, quoi. La vie de Hardy stinks, la vie de Hardy pue, et qui devrait bah, finir par l'accepter et puis se taire. Alors voilà, et pendant qu'il est en train de faire cette promo, l'ami Corbin, il y a Drew Gulak, son adversaire du soir, qui arrive par derrière et qui va lui cogner dans le dos de manière pas sympa du tout. Et il va même le faire tomber par terre. Ouh, Vilain pas le, beau. le coup bas. Et ça va nous emmener sur un single match, donc entre King Corbin et Drew Gulak. Alors, ça va être expéditif puisque ça va durer 5 minutes. King Corbin va gagner son match, va tout faire plus ou moins. Enfin, c'est Drew Gulak, va tout faire pour essayer de déconcentrer plus ou moins le Baron Corbin, mais ça va pas véritablement marcher. Et ça va aller vite, quoi. Il va réussir à choper dans le end of day le Drew Gulak. Moi, j'ai été étonné. En fait, je parle de ce match parce qu'en fait, j'ai été étonné de la durée de ce match et du fait que Drew Gulak soit présenté aussi faible sur ce coup-là, quoi. Alors que depuis plusieurs semaines, il avait du temps d'exposition et que là, tout d'un coup, dans un match un peu random, voilà, ça va se boucler en 5 minutes. Et puis voilà, quoi.
Et derrière, on va avoir Chad Gable qui va intervenir parce que Gulak va se rebiffer un peu en attaquant le roi à nouveau. Et Chad Gable va débarquer et va effectuer donc ce fameux heel turn en attaquant Drew Gulak. Et finalement, plus ou moins surpris, mais pas tant que ça, King Corbin il rejoint Chad Gable et puis ils repartent ensemble, tels des bons poteaux. Voilà, Je voilà, pense que voilà. tu t'es un peu mélangé les pinceaux Ah ouais, dans le c'est déroulé parce possible, qu'en hein. fait, ce qui se passe, c'est que sur la fin du match, tu as la musique de Matt Riddle qui arrive. Ah, Quand mais non, Matt mais Riddle c'était ça. arrive sur Ah, la mais oui. rampe, Ah, mais ça t'as dé raison. ça C'est pour ça voilà, que je parlais de Matt Riddle au début, là. C'était parce que exactement. j'étais lancé dans l'histoire de Matt Riddle. Alors, vas-y, je te laisse finir, du coup. Donc voilà, donc Matt Riddle arrive, du coup, ça déconcentre Corbin et tu Gulak qui tente un roll-up. Oui, c'est ça. Corbin sort du roll-up et enchaîne avec le end of day. C'est pour ça qu'il gagne en fait, parce qu'il a finalement c'est un peu par surprise, parce que le end of day de toute façon c'est une prise fatale. Je crois que personne s'en est relevé jusqu'à présent en fait. Donc il gagne sur ça et donc ensuite tu as Riddle qui va attaquer Corbin et là tu as Gable qui vient attaquer Riddle pour aider Corbin justement. Et donc c'est là où la situation se fait en fait. Et donc effectivement il turn de Gable qui fait bien comprendre à Corbin qui est d'accord pour le rejoindre parce qu'il fait même le petit signe avec les doigts là, genre monnaie, monnaie, monnaie Ouais, là. ouais, 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 Ok, tout à fait. ok, moi parce que c'est vrai qu'en la semaine dernière en fait tu avais quelque part Corbin qui avait fixé comment ça s'appelle une rançon en fait, c'est un bounty pour Matt Riddle en disant bah voilà ce mec là qui débarque pieds nus là il veut voler le show de SmackDown mais il est pas prêt de m'affronter. Moi, n'importe quel superstar qui veut se faire Matt Riddle, et ben moi, j'offre une rançon à sa tête en tant que roi, etc. Bref. Et D'accord. donc, Ouais, je pense que c'est il a mis un contrat sur la tête de Matt Riddle. voilà, exactement. Et donc, c'est un peu dans cet esprit-là, je pense que ça s'est passé Voilà. le Et segment. en fait, c'est ça, ouais, l'histoire de Matt Riddle. Je sais pas pourquoi je me suis embrouillé, c'est Alzheimer, peuple de catch-up. Je suis trop À vieux pour ces voix trop conneries. de catch, hein. Je suis trop vieux pour ces conneries. Et du coup, ouais, voilà, ouais. Donc, finalement, le fait marquant de ce segment, c'est le heel turn de Chad Gable. C'est peut-être quelque chose de plutôt positif pour la suite de son run à la WWE, quoi, parce que c'est vrai que finalement Corbin n'avait pas si tort que ça en disant qu'il était un peu enterré depuis des semaines et des semaines. Et en l'espace de 2 épisodes, finalement, il aura retourné le cerveau de Shorty G. Et voilà, nous voilà avec peut-être une nouvelle tag team à Raw. Ouais, À peut-être. SmackDown, pardon. Oui, peut-être. Effectivement, moi, Shorty G, je m'étais suffisamment plaint les dernières semaines en disant que son personnage était mort et enterré, vu que chaque fois qu'il y a eu des reboots systématiques en mode oui, ben, je suis petit et je vais pas me laisser faire. Et tous les 2 mois, on avait ça, donc c'était un peu insupportable. Donc j'appelais de mes voeux un changement. Bon, c'est pas, ça passe par Etern, mais pourquoi pas. Et effectivement, on peut très imaginer que Gulak et Riddle s'associent pour affronter Corbin et Gable. Du coup. Surtout que Riddle et Gulak, ils l'ont précisé d'ailleurs dans l'épisode, ils ont un passé commun parce que c'est Gulak qui a permis à Riddle de faire la transition du MMA vers le catch. Enfin, c'est comme ça qu'ils l'ont présenté en tout cas. Ouais, ouais. Donc voilà, donc effectivement, il y a des Roland de tag team, je pense, là-dedans. Ok, bah écoute, en tout cas, si ça peut occuper Chad Gable et que si son heel turn peut faire un peu du bien à son personnage, ça sera pas mal parce que voilà, rester dans le truc permanent du je suis petit, je suis petit, je suis petit, au bout d'un moment, c'est fatigant, surtout quand ça dure sur des mois et des mois. Donc finalement, moi, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, cette histoire de heel turn. Pareil. Bon. Eh ben derrière, écoute, on va avoir un autre single match puisque cette fois-ci, on va avoir donc les débuts véritablement de Biggie en solo. Alors bon, cette histoire de début, on va dire que c'est des débuts suite aux blessures dans le New Day, mais parce que Biggie, il avait commencé à la WWE comme enforcer de Dolph Ziggler. Ensuite, Mm. il a eu un run solo qu'on a tendance à oublier, mais dans lequel il aura quand même été au passage champion intercontinental. Tout Euh, à fait. et après, alors, en 2014, création du New Day. Et depuis 6 ans, bon, on peut dire que le New Day roule sur la Tag Team Division de la WWE dans son entièreté, hein, puisque que ça soit Raw ou SmackDown, ils ont collectionné les titres de champion. Et énorme run, plus à ça, tu rajoutes le titre de champion du monde de Kofi Kingston glané au passage. Et Mm. le New Day aura fait un strike, hein, on peut dire. Hein. C'est Et voilà, et donc du coup, Biggie est lancé en solo suite à la blessure de ses deux comparses. Et il va affronter ce soir The Miz. Alors moi, ça m'a fait marrant parce que j'étais au house show parisien de Bercy en 2014 justement, au ouais. moment où c'était le tout début de la création du New Day. Ils n'avaient même pas encore leur costume et ils n'avaient même pas encore la musique. Je crois qu'ils rentraient sur la musique de Kofi Kingston.
Et ils avaient affronté la paire Miz Damien Sandow. Et Damien Sandow était dans le trip de Miss Do. voilà, de Miz Do, ouais, le copycat de The Miz. Et donc voilà, donc je les avais vus interagir, Biggie et le Miz, l'un en live, et c'était plutôt sympa finalement d'avoir un match comme ça, de les revoir en 1 contre 1 à SmackDown. Ils vont nous sortir un truc vachement correct. Ils vont nous sortir un match de 14 minutes avec John Morrison en plus présent pour un peu mettre le dawa, quoi. Voilà, quelques interventions. Mais on va avoir un match plutôt pas mal. Et surtout, Biggie va remporter donc son premier match de ce run solo. Et il va pas le remporter sur son Big Gang Deal, il va le remporter sur son Awesome One, là, il va faire taper l'Awesome sur comment il appelle ça, son stretch muffer, là. Donc cette espèce de prise de soumission où je chope le pied, la cheville que je mets autour de la nuque et je contorsionne le genou, pas très dur. Et ça doit faire très mal. Et victoire de Biggie en 14 minutes. Alors, Voilà. ça te plaît, papy? Bah oui, une belle victoire convaincante. On en parle en début d'émission. Ça faisait partie, moi, des choses qui me laissaient de l'espoir de voir Biggie se lancer peut-être un peu en solo, parce que je pense que toi, t'es un peu comme Ringside et moi, ça faisait quand même des mois, voire des années qu'on attendait de voir Biggie retenter sa chance en solo. Ouais. Vu que très régulièrement, c'était le mec des New Day qui voulait un peu le show dans les matchs pour le titre tag team. Là, il a face à lui, bah, mine de rien, un ancien multiple champion du monde, champion intercontinental, un ancien champion du monde. Enfin, même si le Miz maintenant est vraiment redescendu dans la carte et puis en ce moment est vraiment focalisé sur la tag team. Quand tu mets un match solo face au Miz, mine de rien, tu sais que c'est quand même pas le tocard du coin. Donc, et puis effectivement, le contenu était plutôt intéressant avec pas mal de. Bah, quelque part, il est obligé d'un peu de se refaire un petit set de moves spécial pour le solo. Et bah, du coup, il a pas mal déroulé. Le Miz aussi a fait un peu son petit truc. Morrison, en tant que groupie, bah, il le fait plutôt bien. J'ai l'impression qu'il s'amuse bien à faire le bouffon pour l'instant, l'ami John. Mais voilà, quoi. Bah voilà, satisfait. Bon démarrage pour Biggie, puis qui continue comme ça. La voie est tracée vers les succès pour lui. Ouais, c'est pas mal, hein. Il est bon au micro, il a une présence physique énorme, il est voilà, entre les cordes, il est malgré son gabarit, il est capable de faire des choses incroyables, hein, comme son fameux spear entre la troisième et la deuxième corde. Mm. Il est capable de sortir du saut à l'extérieur, il est capable de monter sur le Des souplesses. de passer des souplesses. Enfin, c'est un mec vraiment complet, hein, vraiment complet entre les cordes. Puis bah, je crois que de toute façon au micro, il a plus rien à prouver, hein. Ça fait des années qu'il régale. Et tu as vu il continue, hein, à rentrer sur la même entrée. On lui a pas pour l'instant prévu un package spécifique, hein. Il reste sur l'entrée des New Day, il reste avec la musique, il continue à faire l'intro qui les a rendus si célèbres. Et donc pour l'instant là-dessus, pas d'évolution particulière. Mais en tout cas, il est lancé et on verra sur où ça nous le renverra. Il va peut-être faire comme Roman Reigns, il va peut-être piquer la musique du New Day, se l'approprier pour lui, Peut-être pendant un comme lui certain avait fait temps, avec ouais. Match United. Ouais, dans l'attente du retour de Woods et de Kingston, effectivement, ça peut être possible qu'ils prennent un truc pareil, quoi. Un peu esprit c'est bien. Pendant ce temps, en backstage, on a Cesaro et Nakamura qui fêtent ça, quoi, qui fêtent leur victoire pour les titres par équipe il y a peu. Et donc voilà, donc ils sont plutôt d'humeur goguenarde, notre Suisse et notre Japonais. Et ils vont croiser la Lucha House Party d'ailleurs, où le Cesaro va bien se foutre de la gueule de Grand Metalik, quoi, du fait qu'il ait manqué sa chance à son premier titre solo face à AJ Styles. Bon, donc ça sent de la feud à venir, vraisemblablement entre la Lucha House Party et nos deux nouveaux champions tag team. De l'autre côté, on va avoir l'ancien du bar, tiens, Sheamus, qui va venir nous faire une petite promo pour admettre qu'il a commis une erreur en affrontant Jeff Hardy dans son environnement naturel. C'est son environnement. Et que c'était quasiment un match à handicap pour lui. Voilà. Il est chié, le Sheamus, quoi. Mais voilà, il va pas se plaindre, voilà. Il va pas se plaindre parce que le karma est là pour faire tomber Jeff Hardy. Donc moi, alors il affirme qu'il en a fini avec Jeff Hardy. Et que du coup, c'était une mauvaise nouvelle pour le locker room parce que ça va leur causer de nouveaux problèmes. Donc finalement,
Alors, tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi j'ai eu la sensation que Sheamus, de toute façon, enterrait de lui-même la rivalité là. Ah bah moi je l'ai pris comme ça aussi, tu vois. Je parlais au début qu'on trouvait que la victoire était peut-être pas assez définitive, mais il a peut-être fait en sorte qu'elle le soit, du coup, l'ami Sheamus. Voilà. Et bah pourquoi pas, hein, si ça peut Ouais, permettre de relancer d'autres rivalités, parce que Sheamus et Jeff Hardy ils ont suffisamment de talent pour aider d'autres petits copains à eux, quoi. ouais, c'est le perdant qui a décidé que bon voilà, c'était terminé, n'en jetez plus. Voilà, j'en ai marre de Euh, prendre des coups. voilà, donc on passe à autre chose. Donc écoute, c'était un nouveau moyen de mettre une fin à une rivalité. Pourquoi pas, Sheamus. Derrière, on va avoir le troisième match de la soirée qui va être un match féminin qui va opposer, comme la semaine dernière et comme la semaine d'avant, je crois, Naomi et Lacey Evans. Et comme la semaine dernière et comme la semaine d'avant, ça va se finir très très vite puisque là, on va avoir un match de 3 minutes 15. Mm. Écoute, il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, le plus marrant finalement, c'est le finish, puisque ce match de 3 minutes 15, ça se finit avec Naomi qui profite du fait que Lacey est en train de lui tirer les cheveux et elle Mm. la surprend avec un backslide. Ouais. Voilà. Cachez votre enthousiasme, peuple de catch-up. Je sens que vous êtes fous et je sens que le papy l'est aussi. Bah ouais, non, mais ça tourne, enfin, comme tu le dis, ça se répète beaucoup. Ça tourne toujours autour des cheveux. Alors, je te tire les cheveux, je te fais ci, je te fais ça, je te les coince dans les escaliers, je te les coince dans les cordes. C'est pas. C'était en plus la semaine d'avant où c'était le coup du je te fous du maquillage sur la tronche lors du du Miss TV de mémoire. Bref, c'est pas vraiment réjouissant. C'est de la low card féminine. Ouais, je sais pas trop où ils veulent en venir là-dessus parce que est-ce que le but c'est de qu'une des deux en ressorte forte pour aller du coup remonter dans le haut de la carte? Est-ce que c'est juste un truc de transition? Est-ce que je sais pas, moi j'en parlais Ouais. sur le Discord, j'aimerais bien qu'il se fasse un R versus R match entre les deux filles, du coup, vu qu'ils arrêtent pas de se tirer les cheveux, ça donnera un peu d'originalité à SmackDown. Mais là, pour l'instant, je reste perplexe parce que on en parlait de Shorty G et moi ça me fait Naomi, j'ai un peu le même effet avec elle, c'est que bah elle est vraiment allée au bout de son personnage. Et du coup, moi, elle m'intéresse pas pour l'instant, donc faut absolument qu'elle trouve un truc pour changer son personnage. Alors, à la limite, si elle perdait ses cheveux et que du coup, ça pourrait peut-être l'aider à changer, j'en sais rien, mais peut-être que je me fais des rêves. Mais ouais, faut pas que ça continue trop comme ça là, parce que sinon on va vraiment commencer à leur jeter des cailloux, hein. Ouais, alors la transition R versus R, bah écoute, oui, effectivement, un match entre Naomi et Lacey Evans sur cette stipulation, ça pourrait coller, mais le problème, c'est que derrière, on a eu un backstage à nouveau avec Mandy Rose et Otis qui sont en train de s'organiser un date en fait, hein, et voilà, elle a réservé une table sur son resto barbecue préféré. Vraiment, non, mais vraiment pour moi, mais Otis, c'est tellement le Mister Money in the Bank le plus catastrophique de l'histoire de la WWE. Bon, bref, passons. Ah bon, les Mister Money in Euh, the Bank? Ça ah oui, peut ah, l'être. au fait, d'ailleurs, on n'aura même pas vu la manette encore une fois, mais ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Donc voilà, donc ils partent finalement chacun de leur côté pour aller se préparer à ce fameux date, et on voit du coup Sonia Deville qui est en arrière-plan. Et voilà, bah, Sonia Deville, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va jaillir pour attraper son ancienne copine et elle va la tabasser méchamment, quoi. Elle va la passer à tabac comme il faut, elle va lui arracher les cheveux, elle va jurer qu'elle va lui ruiner sa vie, quoi. Et finalement, elle va même lui découper les cheveux, hein. Oui. Si je ne me trompe pas, hein, elle va lui couper des touffes. Et voilà quoi. Donc grosse haine en développement entre Sonia Deville et Mandy Rose. T'as Kayla Braxton et Otis qui vont arriver sur les lieux de l'attaque quand même avec pas mal de retard. Et puis avec le Miz et John Morrison aussi, quoi. Et qui eux sont un peu finalement morts de rire, morts de rire. Et morts de rire, tellement morts de rire que du coup il y a Tucker qui vient filer un coup de main à son pote et qui se confronte un peu au dirt sheet, quoi. Et on se dit à ce moment-là, ah bah tiens, ça y est, ils se sont rappelés que Tucker et Otis étaient aussi une tag team, et du coup, ils vont les relancer dans la tag team, alors que l'autre, il est toujours Mr. Money in the Bank. Enfin bon, bref, n'en jetez plus. Moi, je n'arrive même plus à comprendre quoi que ce soit par rapport au personnage d'Otis. Peut-être que Papy va m'éclairer. Oula, alors là, tu m'en demandes beaucoup là. Sur ce segment, effectivement, je te confirme qu'elle a coupé pas le touffe de cheveux, notre amie Sonia Deville. Elle lui a même tartiné le virage de maquillage. J'en parlais tout à l'heure pour l'autre segment entre Naomi et machin, Lacey Evans.
Et en fait, bah, j'ai l'impression que ouais, c'est devenu une constante au niveau de la division féminine de SmackDown. On se tire les cheveux, on se coupe les cheveux, on se fout du maquillage et ouais, bah, ça vole pas très haut, ça vole Non, même non plus bas cette affaire. Et Otis, bah, Otis, il oublie sa mallette, il oublie qu'il est en tag team. Maintenant que tu me dis ça, je suis en train de me dire que peut-être ils vont relancer la tag team avec Tucker parce que mine de rien, hormis les Lucha House Party, il y a plus aucune tag team face, dans la division de SmackDown, dans la division bleue. Donc, si tu as un match, contre Cesaro Nakamura, c'est peut-être l'occasion de déterrer, les anciens Heavy Machinery. J'en sais rien et puis pourquoi ouais, pas. non, le seul truc qui m'a plu, enfin qui me fait un petit peu marrer, c'est Miz et Morrison en mode, qui commentent un peu, en mode, ouais, dirt sheet et qui se mettent dans un coin à balancer des vannes toutes pourries puis qui se font chasser, en fait. Et finalement, c'est un peu depuis quelques semaines, c'est un petit peu ça. À chaque fois que tu es dans un coin de l'écran ou dans une situation, ils sont toujours en train de faire des commentaires, à chercher la merde un peu partout, puis ils se font chasser. C'est un peu les petits blagueurs, ça mange pas de pain. C'est ce qui m'a le moins dérangé du segment, on va dire. D'accord. Ouais, bah voilà, bah écoute, on arrive à notre main event. Notre main event du soir, Déjà! qui est un match de championnat pour la ceinture suprême de SmackDown, de la division féminine. Et donc, on va avoir la championne Bayley, accompagnée de Sasha Banks, bien évidemment, qui va affronter Nikki Cross, accompagnée d'Alexa Bliss, bien évidemment. Ce main event, on va avoir droit à un match de 10 minutes avec une Nikki Cross bien énervée, finalement bien dans son personnage, j'ai envie de dire quasiment quoi, comme d'habitude. Ça va être un match assez animé parce qu'il va y avoir beaucoup d'action et du fait de la présence de Sacha et d'Alexa Bliss. J'ai trouvé, enfin, Nikki Cross en fait, il n'y a pas un moment où elle arrive vraiment dans une domination où on se dit ah c'est dangereux là, ah peut-être. J'ai toujours un espèce je sais pas, il y a un truc moi qui me retient et où je me dis ah non mais non elle peut pas gagner, je sais pas pourquoi. Et puis de toute façon il y a tellement la hype autour de Bayley et Sasha Banks en ce moment que là on voit pas vraiment une contender arriver et vraiment tout péter quoi. Je vois pas en fait dans la division féminine bleue, je vois pas qui est là pour vraiment inquiéter en individuel Bayley à l'heure actuelle. Mmh. Donc bon, je donne mon avis en fait en même temps du play-by-play, mais voilà. Donc du coup, ça se termine un peu avec, il y a une intervention de Sacha Banks qui est empêchée aussi par Alexa Bliss. Bayley, elle va profiter d'une esquive sur un crossbody pour exécuter son headlock. Et grâce à ce headlock, elle va conserver son titre. Derrière, finalement, les championnes vont vite évacuer le ring. Nikki Cross, elle n'est pas contente, elle est déçue, elle est triste, elle est au milieu du ring. Elle va repousser la copine, elle va repousser Alexa Bliss. Et finalement, elle va quitter la salle un peu penaude. Et, et c'est Alexa Bliss qui reste au milieu du ring, toute dépitée. Donc sur le coup, je me dis, ah tiens, ça se termine comme ça. Bon, c'est marrant, on laisse Alexa Bliss dans sa tristesse. Eh ben non. On entend des bruits étranges. Les lumières commencent à s'éteindre de partout dans la salle. Ça se rallume en rouge. Et qui réapparaît sur le ring de SmackDown, et ça faisait un bail qu'on ne l'avait pas vu sur ce ring en l'occurrence, eh ben c'est le Fiend. Let Me In. Il est là, il est derrière Alexa Bliss, il a trouvé Alexa Bliss. Alors il prend un peu son temps dans une scène où Alexa Bliss est complètement paralysée, complètement tétanisée de peur. Et il va attaquer avec un mandible claw Alexa Bliss, quoi. Et les lumières vont s'éteindre à nouveau sous les rires de Bray Wyatt. Et c'est ainsi que se termine ce SmackDown. Alors, papy, au-delà du Bayley versus Nikki Cross, terrifié pour Alexa Bliss? Ah oui, terrifié là, c'est une sacrée, fin de show, qui fait écho à ce qu'on avait vu lors du pay-per-view, Extreme Rules avec, Alexa Bliss qui incarnait un peu Sister Ouais, Abigail. tout à Qui fait, ouais. et Ça, donc, c'est bien joué. c'était on s'était tous dit ça, je pense que c'était un des rares trucs qui avait été bien dans Ouais. le match, Wyatt, Strowman. Et bah, du coup, ils l'ont compris et ils capitalisent dessus tout de suite avec, alors en plus, moi j'ai trouvé ça plutôt intelligent. Je pense que c'est fait exprès, hein. Mais comme tu le dis, en fait, elle était aux abords du ring pendant tout le match, l'amie Alexa Bliss, mais elle était aux abords du ring face caméra. C'est-à-dire que pendant tout le match, moi je voyais que elle, en fait. C'est-à-dire que tu vois, Sacha, Oui, elle c'est se vrai. baladait tout autour et elle était en face du ring et tu voyais tout le temps son visage en train de regarder le match, en train de ci, en train de ça. Et du coup, psychologiquement, tu avais son visage qui était ancré dans sa tête en disant c'est un truc important, c'est un truc important. Et là, clac, à la fin, elle se fait embarquer par Wyatt. Moi, sincèrement, c'est le genre de truc qui me plaît vraiment dans le show là. C'est un truc qui est écrit puis tu as le segment d'intro là où il dit que Wyatt dit qu'il va récupérer quelque chose. Fin du truc, il récupère Alexa Bliss du coup.
Tu vois, c'est des petites graines plantées là. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Et puis sinon, pour revenir au match, parce que j'ai juste fait des sans trop te couper parce que je voulais te laisser finir de rouler le match. Mais je suis à 100% d'accord avec toi. Ils ont tué la division féminine en fait au niveau SmackDown parce que là, tu as Bayley, tu as Sacha, mais Sacha, elle a ses yeux braqués sur Raw, et puis tu plus personne parce que là, la pauvre Nikki Cross a été battue clean. Effectivement, elle a été encore moins convaincante, je trouve, que lors de ses précédents matchs, où tu pensais qu'elle pouvait peut-être faire quelque chose. Là, à aucun moment tu y as cru. Bah, c'est fini, du coup, il n'y a plus personne pour aller chercher Bayley. Et bah, on en parlait tout à l'heure, les autres, le reste de la division féminine, bah, là, ça t'en es à tirer les cheveux, couper les cheveux, faire du maquillage. Enfin, ils jouent à la poupée Barbie, quoi. Donc, c'est pas Ouais, du ouais. tout. C'est compliqué, quoi, de trouver un adversaire à Bayley, là. Je sais pas du tout ce qui se prépare. J'espère qu'ils ont un plan. Mais là, ils ont un peu tué le truc là, donc voilà, donc bah, je finis le show avec une bonne impression parce que ça se finit sur le segment Alexa Bliss, The Fiend, malgré un match qui m'a un peu tué mes espoirs sur la division féminine finalement. Ok. Bah voilà, et bah écoute, bah, c'est comme ça que se termine. Alors moi je trouve, juste pour revenir sur la fin, je trouve que c'est bien joué ce qu'ils ont fait avec le Fiend et avec Alexa Bliss. Effectivement, c'est bien de capitaliser sur l'affaire Alexa Bliss, étant donné que de la vie générale, comme tu l'as dit, ça a plu à peu près tout le monde. Donc c'est bien qu'ils reviennent là-dessus. Bon, c'est vrai que Braun Strowman, depuis le fameux match à Extreme Rules, il a disparu des écrans. La ceinture aussi, hein, au passage, hein, quand même, hein. Bah oui, forcément, mais bon, c'est sur la manette. Voilà, donc, mais pour le coup, c'est bien joué. Et après un petit match hein, de 10 minutes en main event de SmackDown, bon, heureusement, il rattrape le coup en finissant sur un segment simple, court, mais efficace. Donc, écoute, la suite au prochain numéro. Et par contre, ce qui va pas être au prochain numéro, ça va être le top, le flop et la note du papy. Ouh là 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 là, ça va être complicado. Alors mon flop, je vais épargner. Je sais pas si j'épargne ou pas. La division féminine qui est quasi morte, suite à ce SmackDown. Ou est-ce que je le mets dans la tranche d'Otis, qui ouais, je vais le mettre dans la tranche Ah d'Otis quand même. bah, J'épargne les filles cette ah bah semaine. ouais. Si vous alors je les prends tout de suite, si la semaine prochaine c'est la même chose, ça sera pour leur tranche les filles, hein. Mais par contre cette semaine, ça sera pour Otis parce que Otis, qu'il soit un champion, avec la mallette qu'il veuille pas cacher, je trouve ça pas terrible, mais à la limite, il est un peu débile, pourquoi pas. Mais là, il a même plus la mallette, il a même plus rien, il est juste en tant que support d'une enfin, c'est le porteur de la mallette, mais il est support d'une rivalité de low card féminine. Je sais pas comment on peut faire encore plus bas, quoi. Enfin, je raconte les filles, hein, ça aurait été low card masculin, ça aurait été pareil. Mais en tout cas, voilà, il est support d'une rivalité de low card, le porteur de la mallette, impossible futur champion du monde. Je pense que là, quand on a dit ça, on a quasiment tout dit. Au niveau du top, qu'est-ce que je vais pouvoir donner comme top? Je vais le donner au segment final, en fait, au Finn et, et, et mince, Bliss. Je suis arrivé. Parce Ouais. que, comme je disais, j'ai trouvé ça finement construit et qui relance mon intérêt. Alors voilà, je me demande ce qui va se passer. Sachant qu'en plus, quand le Finn attaque quelqu'un, il y a quand même une chance sur deux qui change totalement de personnalité derrière. Donc, est-ce que du coup, Bliss va être utilisé comme une arme par le Finn pour affronter Strowman? Ouais, surtout qu'en plus, voilà, Bliss, elle était un peu en bout de course avec son amitié avec Cross. Donc, ouais, je trouve que ça ouvre plein d'opportunités et pour Strowman et pour Bliss, ce segment-là. Donc, et il a été très bien réalisé. Donc, moi, moyen d'en être très content. Et en termes de notes, du coup, c'est je vais ne mettre qu'un 2,25 qui est peut-être un poil plus sévère que la semaine dernière, mon 2,5, mais c'est justement parce que, bah, on continue à avoir des espoirs. Mais voilà, j'aimerais bien qu'il se concrétise un peu de temps en temps, quoi. Donc le Biggie, il est sur la bonne route, Bliss, ça peut être pas mal, mais voilà, mais je me dis que ça peut être pas mal par rapport à ce que je pense, donc c'est pas par rapport à ce que c'est encore actuellement. Donc c'est pour ça que je donne pas la moyenne, d'autant plus qu'avec ce qui s'est passé côté féminin, ça mérite pas d'avoir la moyenne. Donc voilà, 2,25. 2,25. Ok. Eh ben écoute, moi, je vais mettre mon top au début de Biggie face aux Miz, dans un bon match. Voilà, c'est long.
Voilà, dans la même veine finalement que l'opener entre AJ Styles et Gran Metalik, quoi, des matchs de 14 minutes, voilà, de bonne qualité. Ça lance Biggie, une victoire convaincante face aux Miz. Moi, je suis content qu'il soit pushé. Je considère que c'est normal, que c'est un putain de worker, que ça fait 6 ans que. Enfin, ça fait même. Lui, ça fait plus que ça, puisque lui, ça fait 8 ans qu'il est à la WWE dorénavant. Enfin, dans le main roster, pardon. 8 ans. Et voilà, et ça débouche sur un run solo après toute la session formidable qu'ils auront fait avec le New Day. Donc, rien que pour ça, je vais lui donner mon top à Biggie. Et je trouve ça très bien. Mon flop, je voulais faire exactement le même flop que toi, en fait, et ça, on ne se concerte pas, les amis, hein, je vous jure. Et parce que moi, vraiment, Otis, non, c'est pas possible, quoi. Moi, mon cœur saigne pour la mallette Money in the Bank, que je trouvais une des belles innovations des années 2000-2010, cette mallette, et que je trouvais que c'était vraiment sympa, que ça rajoutait au booking dans l'année, que c'était tout un tas d'attentes pour plein de choses. Ça pouvait concerner le titre de Raw, le titre de SmackDown. Il y avait différentes manières de le cacher, en fourbe, en pleine lumière, comme Seth Rollins à WrestleMania. Voilà, il y avait avec l'aide de l'autorité comme Randy Orton face à Daniel Bryan. Voilà, moi la mallette Money in the Bank, j'aimais comment on la gagnait et j'aimais comment on s'en servait par la suite. Et même si, tant pis si le mec pouvait échouer, c'est arrivé à 2-3 reprises. Mais voilà, mais là, on a vraiment un mec qui pour moi est en dessous de tout. Et comme tu l'as justement dit dans ton analyse, mon cher papy, voilà, le mec, il est là pour faire du support de la low card féminine, quoi. Et il est Mister Money in the Bank. Donc là, Ouais. je dis non. Je dis révolte. Je dis plainte. Voilà. Donc Otis, tu te prends un gros flop dans ta face, et la WWE avec, de la part du papy et du tonton. Donc quand la famille n'est pas contente, on réfléchit un peu quand même. Okay, Carton rouge. voilà, il serait temps. Et moi, écoute, ça va pas beaucoup changer. Je vais mettre un simplement 2. Voilà, moi, ça m'a pas super méga emballé. Encore une fois, je trouve qu'il y a beaucoup de backstage à SmackDown. Il y a eu 4 matchs, mais il y a eu que 2 vrais matchs. Il y a eu en fait 5 matchs, puisque si on va compter les 3 minutes en plus, quoi. Donc, mais c'était faiblard, hein, c'était faiblard, quoi. Heureusement quand même qu'on a le championnat intercontinental pour ouvrir un peu le bal. Mais moi, j'ai trouvé le match entre Nikki et Bayley assez expédié. Et donc, le match en lui-même m'a pas emballé. Ce qui m'a emballé, finalement, c'est le segment final. C'est ce que tu as expliqué sur le film des Alexa Bliss. Mais vraiment, le championnat féminin était vraiment tout ce qu'il y a de plus random. Et donc non, ouais, vraiment pas un show qui m'a vraiment pas emballé. Donc moi, je vais partir sur un 2. Voilà. Et ben voilà, on est arrivé au bout de ce SmackDown du 31 juillet 2020. Et on va arriver au bout de notre promo également. Alors les amis, vous connaissez la communauté Catch-Up. Et pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre, sachez, mes amis, que nous sommes présents sur Discord, où le papy vous met des commentaires un truc de fou. Allez lire ça et vous comprendrez. Ça dézingue tout va. Ça dézingue dans tous les sens sur le Discord de Catch-Up. Ouais, on a des Discorders bien actifs et bien chauds. Voilà, il y a du débat. Et voilà, vous nous retrouvez sur le site officiel de catchup.lepodcast.fr. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, bien évidemment, Facebook, Twitter, Instagram. On est partout. On est donc sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur Apple Podcast, on est sur PodCloud, on est sur Spotify, on est sur Deezer et on est sur Google Podcast. Je crois que là, on est dans la complétitude. Je crois avoir oublié personne. Mon papy, merci beaucoup d'être venu en tag team partner sur ce SmackDown. Merci pour cette review d'un SmackDown extraordinairement classique. Voilà, on était dans un classicisme pur et dur, made in Coronamania, toujours. Hein. Il faut quand même, on ne cessera jamais de le répéter, mais ça fait quand même partie des choses très 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 difficiles à gérer. En plus, voilà, on a eu l'occasion là tous les deux de faire une baston du mercredi. Vous écouterez ça bientôt sur les ondes. Voilà, de toute façon, le problème se pose à NXT, le problème se pose à la AEW. Voilà, les shows de catch en général souffrent de cette absence de public et pour nous, c'est dur aussi. C'est pas la plus facile du catch, mais bon, on s'accroche. Eux aussi, je pense. Surtout qu'en plus, je ne sais pas si toi tu le ressens comme ça, mais face à plein de champions en titre actuellement, etc., ou plein de catcheurs en général, je serais quand même curieux de voir un peu les réactions de la foule.
Tu vois, je serais curieux de voir les réactions de la foule face à un Drew McIntyre. J'aimerais voir un peu comment AJ Styles gérait son personnage de heel en Intercontinental Champion avec du public. Tu vois, il manque quand même un élément tellement, tellement important dans l'ignoble sport là. Ah c'est oui, c'est comme tu dis, il manque un élément du truc donc tu te bats on se bat avec une, enfin on se bat. Ils battent et nous on regarde une version partielle en fait du show, c'est tu le sens de toute façon parce que la moindre chose un peu moyenne, bah, tout de suite ça devient, limite catastrophique en fait parce que tu as pas le public pour rattraper. Ouais, 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 c'est ça, ouais, ouais. Quand tu pas le public pour rattraper ou au moins ou encore plus pour appuyer, Mmh. tu vois, le truc, c'est vraiment, vraiment difficile, voilà. Dernière petite info que je voulais donner avant de nous quitter quand même, c'était à propos de Daniel Bryan. Parce que, Daniel Bryan, en fait, semble se retirer, vraiment de plus en plus, d'entre les cordes. Va être à demander lui-même, hein, à demander une mise à l'écart un peu plus importante. Il y avait un papier sur 411 qui parlait de ça. Mais il ne quitte absolument pas la WWE, les amis, rassurez-vous. En fait, il s'avère qu'il va beaucoup s'impliquer dans la production et dans le booking. Bah, Et donc, je sais pas, Daniel Bryan, bon, en même temps, il est à un âge maintenant où il peut penser à une certaine forme de reconversion. Et vu le background qu'il a, ça peut être intéressant d'avoir un booker comme Daniel Bryan dans les coulisses. ouais, surtout que c'est un mec quand même mine de rien Bryan, tu vois moi par exemple j'étais pas super fan au départ du personnage de Bryan parce que, bah, j'ai pas connu ton passage indépendant donc forcément ça marchait pas trop, avec moi qui joue sur cette corde-là. Mais par contre, je c'est un mec où tu vois qu'il a su jouer sur chaque opportunité où qu'il a eu quoi. Que ce Ouais. soit, les passages avec Kane, que ce soit, bah, le passage là où il était le champion de la planète et cetera. Il a quand même pas mal de variations sur son personnage. On en parlait justement, plusieurs fois dans la review de mecs qui n'arrivaient pas à se renouveler. Lui, c'est pas mal de fois renouvelé et donc ça peut être une bonne idée d'un mec comme ça qui s'est renouvelé, qui a priori a aussi, la possibilité de parler, au patron et qu'on l'écoute. Donc le voir, peut-être aider à un renouvellement d'écriture, ça peut être pas mal, je pense. Ça peut permettre de redonner un peu de fraîcheur au produit. Voilà, et ben c'est sur ces belles paroles qu'on va vous laisser le peuple de catch-up. Voilà, on vous fait des bisous, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait les cordes à linge plein la face. Salut mon papy. Salut mon tonton et salut à tous! Salut peuple de catch-up. Ah ouais, Otis. Non mais Otis, ce scandale. Et le pire, c'est que la nana, elle l'invite bouffer un barbecue, quoi. Comme s'il avait Ah besoin de ça. mais elle est complètement tarée aussi de toute façon. Je pense que on est en train de regarder Vie ma vie chez les Cassos, ça.